on ne peut pas travailler, mais j'étais obligé de partir du Cameroun pour avec mes affaires. Il faut bien que je se réveille. Oui, parce que on vous pourchasse, on vous harcèle. Vous comprenez? Et c'est pour ça, ça fait partie aussi des raisons de mon engagement politique. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont propriétaires de notre pays et ils ont droit de vie sur nous. Et tout ce qu'on peut avoir, c'est eux qui doivent nous donner. Wow. Si on ne vous donne pas quelque chose, vous n'aurez pas. On décide ce qu'on vous donne quand on vous donne. Vous comprenez? Non, c'est pour vous dire, j'étais obligé de partir. Moi, je vois les gens qui se comportent comme si le pays leur appartenait. Parmi eux, à la présidence, là, il y en a qu'on pouvait dépanner il y a 15 ans, 20 ans. Ils n'avaient rien. Et aujourd'hui, ils sont propriétaires du Cameroun. Vous comprenez? Il y avait des gars qu'on pouvait dépanner. Oui. On avait plus de moyens qu'on pouvait les... Il venait là, on lui achète le soya ou bien on le dépanne pour payer son électricité. Vous comprenez? Oui. Et le gars, du coup, on le nomme, il vous regarde comme si vous lui appartenez. Le président Biya, on n'est pas ses esclaves. Il est notre employé, le président de la République. Donc, je vous ai parlé du Ghana, je vous parle du Sénégal. Chez le Sénégal, les gens oublient que d'abord, Senghor, en partant, a respecté la Constitution. Le fait de partir d'abord, qu'un président décide de partir, ce n'était pas quelque chose, c'était extraordinaire. Et je pense que le président Ahidjo l'a copié un peu aussi, oui, en cherchant, en partant. Il était très proche de Dieu. Voilà. Très proche. Donc Senghor est parti et il a respecté la Constitution. Son premier ministre est devenu président. Le président Ahidjo a refait la même chose, vous comprenez? Et Abdou Diouf, il a raconté un peu les circonstances dans lesquelles il est parti. Il a laissé le pouvoir à Wade. Parce que moi, j'étais un pro-Wade. Je me souviens, j'étais tout gamin quand on avait arrêté Wade en 88. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'était, je trouvais ça injuste avec tout ce qui, après les émeutes qu'il y a eu à Dakar. Mais quand il y a eu les élections en 2000, par la suite, le président Diouf a eu et je pense même que c'est Béchir Ben Yamed qui l'a révélé. Tout le monde est venu dans le bureau de Diouf pour lui demander d'inverser les résultats. Il a refusé. Il est resté catégorique. Il a été catégorique. Il s'est levé, il les a laissés. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est ce comportement qui a fait que Wade puisse arriver et tout le respect qu'il a eu pour son prédécesseur était très probablement dû à cet épisode-là. Parce qu'il a refusé. Les gars du ministère de l'Intérieur sont venus avec tous les trucs. On dit, voilà, on peut inverser ici, on peut. Il a refusé, il est parti. Ouais. Vous comprenez? Et Wade, c'est vrai, a failli faire des choses avec le 3e mandat et tout ça là, mais il n'a pas cherché à changer les résultats. Vous comprenez? Et c'est parti comme ça. Donc, il nous faut des hommes qui aiment leur pays et qui ont le sens de la responsabilité. Oui. Qui ne sont pas là. Oui. Moi, au Cameroun, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont prêts à ce que le Cameroun brûle s'il ne reste pas au pouvoir. Les amis, ici, on partage les informations sur la politique de nos États en Afrique. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Restez scotchés, bon visionnage. Vous comprenez? C'est un peu ça. Mais alors justement, aujourd'hui, si on vous demandait, si le président, je veux un peu faire un peu de précipitation, si le président Paul Biya aujourd'hui vous dit, ok, Abdourahmane, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois arbitrer pour laisser au Cameroun une constitution forte, inviolable, et pour assurer aux générations à venir une certaine quiétude, une sérénité? Quels sont les enjeux politiques d'aujourd'hui que je devrais régler? Non, le président Paul Biya nous doit une chose. Et s'il ne le fait pas, ce serait une erreur grave. Sortir par la grande porte en imposant que Elecam organise de vraies élections et que le Conseil constitutionnel proclame les résultats sortis des urnes. Et ça, il en a la capacité. Il peut imposer ça. S'il n'est pas candidat déjà, il aura la posture de l'arbitre et du patriarche qui peut peser. Vous comprenez? Un, c'est de ne pas d'abord se présenter. Et de deux, c'est d'imposer, puisque c'est des gens qu'il a nommés. Il leur dit, écoutez, moi je veux de vraies élections. Si j'entends quelque chose qui vient, là, sachez que même en pleine élection, je peux remplacer quelqu'un. Et il le dit, et je pense que là, il va... Tout le monde dit oui, quand le pouvoir va changer, on va aller, mais
on va faire quoi à qui? Est-ce qu'on est en train de demander que le Cameroun change? C'est pour que ce soit contre quelqu'un. Je l'ai dit quelque part, même ceux qui sont au pouvoir actuellement, mais ils ne sont pas sûrs que leurs enfants pourront être au même endroit que là où ils sont. Hein? Même si on reproduit comment? Parce que là, ils sont du bon côté de la barrière, ils ont tout, et ils peuvent... Mais demain, même si ce n'est pas eux, ils meurent tranquillement au pouvoir. Mais leurs enfants peuvent hériter d'un Cameroun où le système va se reproduire, un système injuste, et leurs enfants risquent d'en souffrir. On a vu, même maintenant, on a vu, il y en a qui sont en prison, qui ont été victimes de leur propre système, et il y en a qui sont là, qui ne sont pas en prison, mais qui sont dehors, mais qui n'ont aucune capacité de se rendre justice ou de... Voilà. Mais est-ce qu'en l'état actuel, Abdourahmane Amadou Baba, les institutions camerounaises ne sont pas assez solides pour régler ou pour régenter ou pour réguler la vie publique au Cameroun? Non, il n'y a pas d'institution. C'est ce qu'on décrit. Et les hommes ont pris la place des institutions. Dites-moi, quelle est l'institution qui fonctionne correctement au Cameroun? Je vous lance le défi. Constitutionnel, par exemple? Non, tout le monde... Vous connaissez des Camerounais qui ont confiance au Conseil constitutionnel, en dehors des gens du RDPC? Et là, même pas tous. Parce que sous cap, quand vous parlez avec eux, ils savent que c'est n'importe quoi. Mais maintenant, il appartient au Conseil constitutionnel de s'imposer et de gagner le respect des Camerounais et la confiance des Camerounais. Vous pensez que Clément Tangana peut faire la surprise, le coup surprise, comme on a vu ailleurs, de dire les choses telles que vous l'attendez? Vous savez, le jour où moi j'ai désespéré du Cameroun, c'est le jour où j'ai vu à la télé, je sais pas, ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années, un général qu'on venait de nommer et qui dansait à la CRCV. On l'a montré, on est allé chez lui, on a filmé les gens, lui-même il dansait, il remerciait le chef de l'État. J'ai dit on est foutu. Parce que là, un général, vous savez, vous connaissez un soldat qui danse comme ça, avant ça ne se fait pas. Un soldat, c'est un soldat, combien de fois un général? Si vous voyez un général danser, ça veut dire qu'il ne mérite vraiment pas d'être à la place où il est. Moi aujourd'hui, vous me nommez quoi pour que je danse? Je ne sais pas, hein. Parce que si quelqu'un a suivi le cheminement qu'il faut et a les capacités, avant les ministres ne dansaient pas comme là maintenant, parce que on connaissait les ministrables au Cameroun. Ouais. Quand quelqu'un passait là, on dit il est ministrable. Il est ministrable. Vous comprenez? Oui. Mais là aujourd'hui, on vous sort des noms du chapeau comme ça. Et c'est la même chose au niveau de Clément Tangana. Moi, je ne dirais pas que il n'a pas l'ossature, il n'a pas. Mais le jour où je l'ai vu danser, quand on l'a nommé, et vraiment danser, un papa comme ça danser, vous comprenez, ça veut dire que c'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Moi je peux pas danser, je ne peux plus danser. Même si je danse, je peux esquisser des pas de danse parce que les circonstances l'exigent. Vous comprenez? Là vous ne dansez plus comme quand vous aviez vos 20 ans. Ah non? Et voilà, je pense qu'il faut être mesuré et contenu et tout ça, le prestige de la France. Oui, et le sérieux. Parce que, à quel moment vous dansez quand on vous nomme président du Conseil constitutionnel, quand vous regardez la responsabilité que vous avez? Mais vous n'avez pas le temps de danser. Faites-vous confiance à l'Assemblée nationale. Vous priez. Moi, vous me nommez à ce poste, je vais prier. Et je demande à ma famille, à tout le monde de prier pour moi, pour que je ne me trompe pas, parce que c'est une responsabilité énorme pour un pays. Et vous avez vu le rôle du Conseil constitutionnel au Sénégal, l'année dernière. Et sans ce Conseil constitutionnel, je pense qu'aujourd'hui, on serait en train de parler du Sénégal comme du Soudan. Hein? Oui. Vous comprenez? Et donc, c'est ça la responsabilité. Donc, on ne croit pas. Et c'est les hommes qui font la différence. Vous avez les institutions, mais si vous mettez des hommes avec un esprit pas républicain et qui font allégeance à d'autres hommes, parce que au Cameroun, les gens, leur loyauté va au président de la République, à M. Biya. Tous ces gens qu'on nomme, doivent loyauté et c'est la condition qu'on vous pose. Mais faites-vous confiance? Oui, mais la loyauté doit aller aux institutions, pas aux hommes. Moi, vous me nommez, pourquoi je suis parti de la fédération? C'est parce qu'à un moment donné, tant que moi, le président, avait la même vision et il incarnait l'institution, les intérêts de l'institution, je le suivais les yeux fermés. Le jour où j'ai eu l'impression que le président peut ne pas privilégier les intérêts de l'institution,
Et que j'ai dit non, je m'arrête. Je leur ai dit, j'ai dit que non, j'ai pas l'impression d'être au sein d'une institution. Et on parlera beaucoup de football, dans les prolongations de cette émission et c'est en foot. Alors justement, mais faites-vous confiance à l'Assemblée nationale. Elle peut inverser les choses, non? Non, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Ah bon? Non. Est-ce que vous avez un exemple d'une proposition de loi? Mais Cavalier a de l'expérience quand même. Mais non, écoutez, j'ai juré de ne plus parler de nos aînés d'une certaine façon parce que je pense que ça ne va rien nous apporter. Voilà, ça ne risque d'exacerber les tensions. Il faut montrer beaucoup de respect à nos aînés, à nos patriarches, mais leur dire gentiment que non, c'est pas comme ça. Parce que quand vous voyez l'Assemblée, à quel moment vous avez senti le cœur de la République battre là-bas? C'est pourtant le cœur battant de la République. Non, mais le principe. Mais dans la réalité, vous n'avez pas d'Assemblée. Pourquoi? Parce que déjà, les gens qui ont choisi le mode de sélection. Oui, on prend un gars là. Hein, non, on sélectionne les gens. Parce que dès que le RDPC vous sélectionne, vous êtes député. D'accord? À l'Assemblée, à l'exception de quelques députés qui appartiennent à l'opposition, l'écrasante majorité, c'est le RDPC qui les a choisis. On sait comment on les choisit. C'est de Yaoundé que les enveloppes viennent avec le nom des gens. Et puis, dès que vous êtes choisi par le comité central, vous êtes élu déjà. Et c'est pour ça que j'ai dit, même le RDPC, mais les mêmes gens qui ont confisqué le RDPC, c'est eux qui confisquent le Cameroun aussi. Parce que il n'y a pas de démocratie au sein du RDPC. Moi, je connais des ténors et tout ça. Là, je vous prends par exemple l'exemple de la ville de Garoua. Quand il fallait nommer le maire, et tous les ténors étaient là, mais on est venu avec une enveloppe qui est venue de Yaoundé. Et on a lu le nom d'un petit qui est venu et il est maire. Vous comprenez? Avec tout le respect que je lui dois. Mais il y avait des généraux qui étaient là. Il y avait des maréchals, je sais pas, des maréchals, il y avait tout. Mais on a ramené quelqu'un, ça veut dire c'est pour vous montrer que c'est nous qui avons le pouvoir. Et quand on met quelqu'un comme ça, mais après, c'est difficile que... Il vous doit tout. Oui, oui. Vous comprenez? Et donc c'est ça le problème. L'Assemblée, le jour où on aura une vraie Assemblée, c'est le jour où il y aura un processus de sélection de députés qui sera par le peuple camerounais et les gens vont choisir ceux qui ont une légitimité populaire, ceux en qui ils croient, ils placent leur confiance et qui vont venir et qui vont regarder les lois, qui vont les modifier et qui vont faire des propositions de loi. Aujourd'hui, c'est les projets de loi qui viennent du gouvernement qui passent, comme vraiment des lettres à la poste. Dès qu'il y a un projet de loi, ça vient, ça passe. Dans la suite de cette émission, dans les prolongations, Abdourahmane Amadou Baba, nous allons évoquer justement le fonctionnement des institutions, la République telle qu'elle va, le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République qui ordonne au ministre des Finances de débloquer de l'argent au profit d'un maire pour refaire les routes. Où est donc le ministre de la Ville, Ketia Cortez? Où est le transport? Où sont les marchés publics dans la régulation de l'attribution des marchés de ce type de situation? On en parlera également et on reviendra sur les sous-préfets, la sortie du sous-préfet qui a fait jaser la République. Nous parlerons également beaucoup de football aussi avec vous dans les prolongations de cette émission. Merci de rester en notre compagnie au Québec, au Canada. 24 000 au total déjà ces dernières années. Le Cameroun a fourni le plus grand contingent des immigrés au Canada. On dépasse le pays le plus peuplé du monde. De la population de Québec. On dépasse la Chine. Donc on a dépassé même la Chine qui est le pays le plus peuplé du monde. Le Cameroun, dont vient en tête, dépasse également la France. Et quand on parle de la France, c'est les Français naturalisés. Donc ce sont des Camerounais installés en France. Il y a une boutique là-bas. Installés également au Canada. Il y a une boutique là-bas qu'on appelle Bepanda, un quartier Bafang. Oui, je connais le Yosigno Bell. Voilà. J'étais pas loin de là. Voilà. Alors justement, Abdourahmane, lorsqu'il y a ces fuites de cerveau, ce sont des gens qualifiés, formés, diplômés, médecins, ingénieurs, techniciens qualifiés, qui s'en vont. Alors, quelle est votre première impression quand vous avez ce type d'information qui vous arrive? Vous savez, on peut voir les choses de plusieurs façons. Voilà. D'abord, le constat. Le constat, c'est qu'il y a un mal-vivre, un mal-être. Ceux qui partent aujourd'hui partent du Cameroun parce que le Cameroun est devenu invivable. Moi, je me souviens d'une période où moi j'ai des amis qui ont refusé d'aller faire leurs études en France. Leurs parents avaient tout, ils ont même eu une bourse, mais le gars vous dit il fait trop froid. Lui il est à Garoua là-bas, il est sous 45 degrés, il regarde la neige, il dit que non, il ne va jamais mettre les pieds là-bas.
Et c'est ça. Et le niveau de vie du Camerounais en 1980 n'était pas loin du niveau de vie du Français. Donc, tout dépend de pourquoi les gens partent. Parce que partir, c'est pas forcément une mauvaise chose. La diaspora peut aller nous ramener beaucoup de choses, comme renforcer ses capacités, nous ramener des devises, nous représenter dignement et mettre le Cameroun au centre et revenir bâtir le Cameroun, contribuer à bâtir le Cameroun. Mais il faut que ce soit le fruit ou le résultat d'une politique bien planifiée. On peut devenir l'usine du monde si vous voulez. Le Cameroun peut décider de former bien et beaucoup de médecins, des ingénieurs, de ceci, et puis favoriser leur départ. Comme l'a fait la Chine, non? Voilà. Donc, avec les Chinatown partout dans le pays du monde. Oui, parce que la Chine est allée chercher aussi. Ils ont même financé l'installation des Chinois à un moment donné. Est-ce que sur le cas les Chinois non, c'est pour ça que le gouvernement quand même maîtrise dans le flux migratoire? Non, c'est le mal-être pour nous. C'est pour ça que je vous dis, dans l'absolu, le fait que les Camerounais partent n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est une mauvaise chose. Parce que là, on voit bien qu'il y a des cerveaux qui s'en vont, des capacités qui s'en vont, des talents qui s'en vont. Mais ici, ça fait même le jeu du pouvoir et ils sont contents. Ah bon? Oui, ils sont contents. Et c'est pour ça Pourquoi ils sont contents? Non, ils sont contents parce que tous ceux qui peuvent contester leur pouvoir et qui ont la capacité, entre guillemets, pour eux de contester ce pouvoir, sont en train d'aller ailleurs. Vous ne pouvez pas aller ailleurs et être en même temps au Cameroun pour les contester. Non, eux, ils sont tranquilles. Tout voilà, dans un cercueil. Mais vous comprenez? Justement, voilà. Célestin Tawamba, le patron du patronat camerounais, le patron du GECAM, a déclaré que ce flux migratoire non maîtrisé par l'État du Cameroun entrave sérieusement la compétitivité des entreprises camerounaises et que forcément, il y aura un coût sur l'économie. Mais c'est normal, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a un mal-être, vous ne pouvez pas arrêter les gens et d'abord à la formation. Le Camerounais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous lie à l'État du Cameroun? Est-ce que vous vous sentez vraiment Camerounais? En quoi? C'est abstrait. Mais l'État du Cameroun est un État répressif au lieu d'être un État protecteur. Vous comprenez? Et si vous n'avez pas de parrain, vous ne pouvez avoir rien. Vous ne pouvez même pas vendre les beignets. Parce que quand vous allez commencer à vendre les beignets et que tout doit là, les gens commencent à se mettre en rang pour acheter vos beignets, quelqu'un va venir vous chercher, on va vous convoquer dans un bureau pour vous dire que, mais écoutez, ici là, ça ne se passe pas comme ça, mon fils. Il va vous dire que, bon, écoutez, vous venez d'abord me voir, et puis après, on va vous dire comment faire. Il faut faire allégeance à quelqu'un. Il faut avoir un parrain. Vous comprenez? Pour entrer dans une école, il faut être parrainé. Pour avoir du boulot, il faut être parrainé. Vous comprenez? Et avec tout ce que ça comporte comme condition qu'on peut vous faites allégeance à des gens et puis aussi vous êtes obligé peut-être de faire d'autres choses que votre religion ne permet pas, que votre morale ne permet pas et ça, résultat, et puis même, parce que le problème ce n'est pas dans la fuite des cerveaux, le problème c'est au niveau de la formation. Comment on fait pour rentrer à l'école polytechnique? Comment on fait pour devenir magistrat ou administrateur civil? Comment on fait pour avoir une bonne formation dans une école au Cameroun? Mais vous ne pouvez pas si vous n'avez pas de parrain. Et du coup, les fils de cultivateurs et tout, les fils de paysans. Avant, vous pouviez venir partir de votre village, arriver à Yaoundé en babouche, parfois même les pieds nus. Nos parents sont arrivés à Yaoundé les pieds nus. Vous passez un concours le lendemain, on vous installe quelque part, vous êtes dans un avion pour Berlin ou c'est pas pour Paris. Il n'y avait pas de distinction. Le Cameroun, l'État du Cameroun était là pour tous ses enfants, les plus valeureux, les plus talentueux. Et chacun pouvait être à sa place, à l'exception il y avait quelques exceptions, mais c'était quoi? 5%. Mais généralement, vous venez au recrutement, et on vous entend, on vous évalue, et tout de suite, on vous retient. On ne sait même pas d'où vous venez. Vous comprenez? Oui. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, c'est à partir de là, je pense que le président du GECAM devrait d'abord commencer à interroger la gouvernance et surtout la procédure de sélection des Camerounais. D'abord, le système éducatif, mais après, l'adéquation entre la formation et les besoins réels du marché de travail, mais
également comment on entre dans une école. Comment? Parce que les fils à papa qu'on met dans ces écoles-là, on les fait passer comme ça, hein, parce qu'ils n'ont pas de capacité pour aller bûcher les mathématiques, les trucs vraiment comme nous on le faisait, avec les pieds dans l'eau glacée, en buvant du Nescafé. Mais eux, ils sont là, ils jouent, et ils passent. Vous comprenez, on dit qu'il faut tenir, il faut soutenir, on vient, les petits fours et tout ça là, et on vous habille. Mais quand vous parlez avec un gamin, il n'est même pas capable de vous écrire une phrase correcte en français. Oui, il est administrateur. Mais c'est ça. Et donc, le résultat, c'est que notre pays va faire faillite. Parce que il y a le concert du monde. Le concert international, le monde entier, on a le concert des nations et il faut aller parler avec les enfants, les Américains, les Français, les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens. Il faut aller négocier des contrats. Et on a vu que nos contrats avec la Chine, mais il a fallu que le président fasse un voyage pour aller le corriger parce que c'était mal fait et que le Cameroun était défavorisé. Il y a la corruption, oui, mais il y a aussi l'incompétence. On n'a pas de capacité. Mais Julien Kada, pourtant le Cameroun regorge des cerveaux. Dans toutes les meilleures universités du monde, vous trouvez des Camerounais à tous les niveaux, toutes les compétences. Mais pourquoi, avec tous ces cerveaux, la ressource humaine, nous en avons, Abdourahmane, qu'est-ce qui nous manque? Non, la gouvernance. Comment utiliser le Cameroun? Je vous ai dit, le président Biya a utilisé le Cameroun et les Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Il nous a divisés. Les Camerounais n'étaient pas divisés. Moi, je n'ai jamais su qu'il y avait 250 ethnies au Cameroun. Hein. Moi, je savais qu'il y avait les chrétiens et les musulmans. Et nos parents nous disaient que, bon, attention, si tu vas chez ton ami chrétien, là, fais attention de ne pas manger le poulet ou le porc. Si on n'a pas égorgé le poulet. De telle façon même que certains parents de nos amis cherchaient un musulman pour égorger le poulet, parce que pour que quand on vient, et on pouvait manger du poulet. Là-bas, chez nos amis, il dit à nos parents que non, moi c'est un marabout qui vient égorger pour moi, et tout ça là, donc les enfants peuvent venir manger. J'ai jamais su qu'il y avait toute cette constellation. Oui, on voyait à travers la culture, on dansait le makossa, on dansait le bikutsi, on dansait des trucs, mais on ressentait cette diversité qui est notre plus grande force. C'était vraiment notre plus grande richesse. Mais aujourd'hui, on a transformé ça en une arme contre le Cameroun. Et on nous a divisés, on a introduit cette notion au niveau de la Constitution avec allogène et autochtone, et puis maintenant dans le domaine politique, on a introduit ça, de sorte que les Camerounais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment, on se regarde, chacun, il vient de quel village. Quand vous entrez là, quelqu'un vous dit, vous venez de quel village, vous êtes d'où? Mais moi, écoutez, et ça, c'est un gros problème. C'est une politique savamment menée et qui devait contribuer et qui contribue à garder le président actuel au pouvoir. Est-ce que le président actuel, finalement, je ne tire pas une balle dans les pieds, lui qui parle, qui prône le vivre ensemble, qui a des perspectives de développement du Cameroun, mais qui laisse partir des cerveaux, beaucoup d'ailleurs qui étaient installés en France, aux États-Unis, préfèrent désormais s'installer en Côte d'Ivoire, et je vous annonce d'ailleurs, je l'ai annoncé, que l'un des pays qui est en train de recruter les cerveaux camerounais s'appelle la Namibie. Et regardez aujourd'hui, son développement économique est formidable. Le Cameroun a reculé, nous sommes la 15e économie d'Afrique. Comment comprendre que le leader économique de l'Afrique centrale de sous-région soit la 15e économie derrière le Botswana, derrière l'île Maurice, derrière la Tanzanie, derrière les Seychelles, qui sont des petites îles avec quelques habitants, que nous avons près de 30 millions d'habitants et que nous ne sommes même pas voisins du Nigeria. Pourtant, on voit aujourd'hui que en termes d'indicateurs de performance financière dans le monde entier, les pays du triple A, vous avez les États-Unis, vous avez le Canada. Et quand on parle de triple A, ceux de la finance comprennent, le Cameroun est triple C. Ça veut dire que vous ne verrez pas au Cameroun une entreprise du secteur du triple A venir s'installer. Citez-moi les entreprises américaines, canadiennes, vraiment installées ici, ainsi de suite. Voilà Chococam qui est en train de quitter le Cameroun, qui passe la main, vous avez à gauche et à droite, mais on doit quand même s'inquiéter. Mais est-ce qu'il ne faut pas réviser les politiques économiques, la gouvernance tout court? Est-ce que l'état des lieux au Cameroun, Abdourahmane, n'impose pas un état d'urgence? Non, c'est clair. Moi qui vous parle, mais j'étais obligé de partir du Cameroun. Je n'ai aucune activité au Cameroun. J'achète un bonbon, je paye la TVA, c'est fini parce qu'on m'a harcelé.
Moi, j'avais des affaires ici, on m'a harcelé, et ça fait 10 ans. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Sénégal, je suis au Maroc, j'étais au Mali, Burkina, tout ça, mais Niger, malheureusement, aujourd'hui, avec la situation sur place là-bas, on ne peut pas travailler. Mais j'étais obligé de partir du Cameroun pour avec mes affaires. Il faut bien que je se réveille. Oui, parce que on vous pourchasse, on vous harcèle. Vous comprenez? Et c'est pour ça fait partie aussi des raisons de mon engagement politique. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont propriétaires de notre pays et ils ont droit de vie sur nous. Et tout ce qu'on peut avoir, c'est eux qui doivent nous donner. Si on ne vous donne pas quelque chose, vous n'aurez pas. On décide ce qu'on vous donne quand on vous donne. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, j'étais obligé de partir. Donc, le Cameroun est par sa position géographique déjà. Franchement, vous regardez, laissez même le Nigeria, qui est un grand marché. Vous prenez seulement les pays de l'Interland. Vous prenez la RCA, vous prenez le Tchad, et vous prenez même le Soudan. Si vous voulez, une partie du Soudan. Maintenant, quand vous regardez avec toute la partie du nord, les échanges qu'on peut avoir avec un grand pays comme le Nigeria, moi j'ai regardé la Benue par exemple. La Benue prend ses sources dans les massifs de l'Adamawa, arrive dans la ville de Garoua, traverse, pas quand même de bout en bout, mais traverse, longe la ville de Garoua, arrive jusqu'au Nigeria, pas très loin de Abuja, et se jette dans le fleuve Niger. Et le fleuve Niger va se jeter dans l'océan Atlantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fleuve Benue est relié, je peux dire directement à l'océan Atlantique. Ça veut dire que vous pouvez aménager... Il y a Benue au Nigeria, vous le savez. Oui, ça veut dire que, donc, parce que la Benue traverse aussi le Nigeria, jusqu'à se jeter dans le fleuve Niger. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on peut décharger des conteneurs à Port Harcourt ou bien au port de Lagos, et puis ça peut remonter jusqu'à la ville de Garoua. Avec des petits bateaux. Voilà, avec des petits bateaux. Il y a un nom que j'ai oublié. Vous imaginez? Mais ça fait combien d'années qu'on parle de valoriser le port alors que c'est un secteur, le Nord Cameroun est sinistré. Il n'y a même plus de route. Mais pourtant son potentiel économique est énorme. Mais c'est pour vous dire, je ne parle pas de tourisme, je ne parle pas de pêche et tout ça, je ne parle pas de chasse, les paysages lunaires qui étaient la famille Rothschild venait. Moi j'ai rencontré le président, ancien président français Giscard d'Estaing à Garoua, il venait faire, j'étais à l'Alliance française, on l'a reçu, j'ai organisé en 1995 et j'ai eu un contact direct avec lui qui m'a impressionné à ce moment-là, qui m'a laissé quand même j'ai accueilli des très hauts dirigeants français, des fortunes suisses qui venaient au Nord Cameroun pour faire pour se bronzer. Non, pas seulement. Non, il y a ce qu'on appelle le tourisme de chasse, le tourisme de pêche. Vous comprenez? Oui. Et aussi, donc, le tourisme des paysages lunaires, et le Rumsiki. C'est André Gide qui disait que c'est le plus beau paysage qu'il n'a jamais vu dans sa vie au monde. Les gorges de Kola. Vous comprenez? Oui. Les gorges de Kola, tout ça. Donc, c'est pour, et c'est la même chose. On a un pays qui a une côte, qui a un littoral formidable et qui a une forêt, on a cette diversité. Mais ça reste dans les discours. Vous me parlez du président Biya qui fait des discours, mais quand vous regardez ce qui caractérise le président, c'est qu'il y a un océan entre ces discours et la réalité. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous devons tourner la page. On ne doit plus rester et chercher encore à se plaindre ou à se dire nous devons... Comment on fait pour tourner la page? On est en 2025, il faut faire ce qu'il y a à faire. Chacun doit faire ce qu'il y a à faire. Et donc, et pour qu'on puisse sortir de là, pas nous seulement, sortir nos enfants de là. Sur cette chaîne, nous partageons les informations liées à la politique, les actualités liées à la géostratégie africaine et particulièrement du Cameroun. J'ai voulu partager ceci avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochains partages. Ciao.